Si tu crois que j'ai eu tort, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Hey! OK, Garou et Céline, sous le vent. J'ai toujours peur. Je sais pas pourquoi j'ai peur de me tromper. Ça, c'est très karaoké. T'es karaoké dans la vie. Moi, je suis pas karaoké. Tu me dis, aimes-tu le karaoké? Je te réponds, pas un fan. Je suis pas contre, je dis pas non. Je suis pas un fan. Mais je te dirais, là, si tu me donnes 2-3 cognacs, là, je suis capable de venir assez chiennasse là, sur le pied de micro. Je suis capable là, de me faire siphonner à arrêt bien comme il faut, là, tu sais, de mon twerker sur le micro. Je suis capable de faire ça en chantant, peut-être pas sous le vent. Si je chante sous le vent, je vais le chanter tout seul parce que moi, je suis assez volubile au niveau de la corde vocale. Je suis capable de te faire les deux voix. Est-ce que c'est beau? Non. Est-ce que c'est acceptable? Non. En fait, avant même de chanter, twerker sur un pied de micro, peu importe c'est qui, c'est quand, c'est quoi, ça, c'est un gros crise de nom en caps lock, caractère là, gras, en police 26. C'est inacceptable. Mais c'était le succès souvenir sous le vent de Céline et Gorou. On dit Gorou. En France, ils disent Garou. Ici, on dit Gorou. Gorou et Céline. Bon commanditaire d'aujourd'hui, Sequoia Construction qui nous commandite pour une deuxième fois dans l'histoire du Spacecast avec son Sam. Noémie derrière la console, derrière les boutons, puis toutes les affaires qui va nous montrer le site à l'instant. Je crois, Noémie? Oui? Il me semble que tu nous montrais le site. Peut-être que pas non plus. Oui, voilà. Mais ça, comme je l'ai déjà dit, là, ça vaut la peine que tu dis pourquoi la construction, c'est encore lisse, mais regarde ce qu'ils font. Les autres, là, ils vont à un endroit que tu te dis c'est impossible de bâtir ici. Les autres, ils embarquent dans la montagne. Ils mettent tout en respectant la nature. C'est ça qui est beau. Il y a un respect de la nature. C'est ça, et tu nos arbres. Ouais, non, c'est pas vraiment ce que tu penses. Va lire l'historique, va lire l'histoire. C'est merveilleux ce qu'ils font. C'est de toute les Christy de beauté, Sequoia, entrepreneur général. Merci beaucoup de soutenir le Spacecast avec son Sam. Et mon invité d'aujourd'hui, évidemment, quelqu'un que j'aime d'amour, j'invite pas de la... Ce gars-là me fait rire. C'est le genre de gars, vous savez, les humoristes, on n'a toujours pas des conditions idéales. Dans certains corpos, dans certains bars. Des fois, c'est pas évident. C'est pas tout le temps évident. Ce gars-là, s'il fait partie de mes sure shots, c'est tu veux absolument une réussite, t'amènes son livre du calice. Il est expérimenté et surtout, il a un don. Il a un talent. Ce gars-là est drôle, peu importe les circonstances. Il va te faire rire. Je suis content que tu sois là. Je suis content de te le faire découvrir parce que moi aussi, c'est pour ça que je l'invite. D'où l'essence du podcast avec son Sam. Si c'est la première fois que tu atterris sur mon podcast, on ne parle pas de l'artiste. On parle vraiment de l'humain à 100%. Qui est Nive derrière le micro? Est-ce que Nive twerk son cul sur un pied de micro? C'est la question que je vais lui poser. On va au fond des choses. Madame, messieurs, bon podcast! Ça... Nive, je te laisse répondre. Tu l'as entendu, la question. Ça commence de même. Twerk plus un micro. Il est gracieux, le petit gros. Tu serais impressionné de voir comment ça se déhanche. Hein? Boy. Toi, je suis sûr que tu danses bien en plus. Toi, c'est sûr que tu danses bien. Ben, j'ai toujours aimé danser. J'ai déjà fait des cours de danse et oui? J'ai été reconnu pour mon pas de danse quand j'étais jeune dans les clubs. Ça dansait fort. Ça dansait fort. Ça suait fort aussi, mais ça dansait fort. J'ai aimé pas de danse dans la même phrase que club. On dirait que pas de danse, moi, ça sonnait plus, on prend des cours, mais pas de danse dans un club. C'était quoi ton type de danse? Collé. Non, en fait, non. Un peu de tout. J'aimais beaucoup danser de la salsa, merengue, tout ça. Oui. Et beaucoup de house aussi, dans le temps où c'était cool et on dansait. J'aimais bien ça. C'est quoi ça, le house? House music, c'est l'ancêtre du tech. Tu sais, les festivals où les gens sont habillés fluo, font de la pinotte. Ben avant, c'était de la musique et ça se faisait dans des sous-sols après les heures. Oui, parce que toi, là, premièrement, deux choses. Juste pour les gens qui te connaîtraient moins ou qui te connaîtraient pas, né humoriste qu'elle tabarnane depuis je sais pas combien de temps. 2009. Ouais. Puis actuellement, tu fais les premières parties de Louis-José Hood. Exact, oui. En tournée, parce que ça reprend la tournée. Oui. Puis tu as fait 1 million de galas. Tout le temps, tu rentres toujours comme une tonne de briques. Puis je disais pas ça pour être sympathique. Je le pense sincèrement et tu le sais très bien. Puis voilà. Est-ce que je manque de quoi dans ton CV que tu voudrais préciser pour les gens qui te connaissent moins? Écoute, j'ai déjà géré un pet shop, mais sinon, ça va. Oui, c'est vrai. C'est ton grand fait d'armes, d'ailleurs. Quand même. Je ne peux pas croire que j'ai oublié de le mentionner. Non, c'est parfait comme biographie. C'est excellent. Puis t'es né... À quel endroit t'es né, mon beau nez? À Montréal.
Montréal, Montréal. Oui, monsieur. Montréal, grandi à Ville-Saint-Laurent, born and raised. Toute ma vie, en fait, jusqu'à que j'ai déménagé de chez mes parents pour me rendre dans le Myland à quel âge? dans le plateau. Oh, tard, 26. Oh, Saint-Cyro du diable. Ah ouais, ouais. Hein? Comment ça, tard de même? Je suis marocain. Nous, tu te maries et après tu pars. Alors, et même j'étais un rebelle parce que je suis parti sans me marier et j'habite avec ma blonde tout de suite. Donc, c'est fou, oui. C'était, ouais, un grand. Ah, les artistes. on va revenir sur le mot mariage, mais t'es-tu enfant unique? Non, je suis le dernier, moi, d'une portée de 3. J'ai mon grand frère qui est 12 ans plus vieux que moi et ma sœur qui est 9 ans plus vieux que moi. Et moi, je suis le week-end à Wildwood qui a mal tourné. Ils ont été se détendre. Alors! Je sais que tu y vas pour le gag, mais y avait-tu quand même une portion de t'étais pas nécessairement prévu ou ils ont décidé? Non, c'est précisément ce qui est arrivé. Je suis le week-end à Wildwood. Asti que c'est hot, ça! Ouais. Puis, à quel âge qu'ils t'ont avoué que, bon, même livre, c'est un petit peu la petite surprise, là? Ben, j'ai compris. Mon frère, 3 ans après ma sœur, et 9 ans après moi, là. Hey, man. C'était pas prévu, là, c'est sûr. Tu penses-tu qu'il t'en aurait pas parlé si t'étais pas bon en mathématiques? Je sais pas. Ouais, sûrement. Sûrement qu'à un moment donné, c'est... Tu sais, tu arrives à un âge où tes parents, ils commencent à te lâcher de l'info, là. Sur la famille, sur ton oncle. C'est comme, c'est pour ça que c'est un tordu, lui. Tu commences à comprendre les vraies histoires de la famille, là. C'est ça. Puis tes parents, t'as été élevé dans quel climat? Avais-tu des parents très sévères? Non, très juste. Ultra juste, mais genre à des niveaux fucked up, là. Dans le sens où, si tu défendais ton argument et tu avais raison, ça passait. Tu avais raison. Et quand tu avais tort, tu avais beau, pleurer, tu as tort. Tu sais, moi, j'ai été élevé, bon, écoute, ma mère, c'était la directrice de mon école, tout mon primaire, là, si tu veux, début de mon secondaire aussi. Et j'avais aucune faveur, là, parce que ma mère était la directrice. Au contraire, c'était comme plus, tu sais, genre. Ouais. Ma mère m'a renvoyé de l'école parce que j'ai dit fuck you à un prof, là, tu sais. Et genre, je rentre avec elle le soir, là, tu sais, c'est complètement pété, là. Est-ce que... Vas-y, excuse. Non, mais c'est ça. Donc, j'ai été élevé dans très juste, très quand tu as tort, assume. Quand tu fais bien, c'est correct. Quand tu es bon, on va te le dire. Quand tu es nul, on va te le dire. Personne ne se fait épargner, mais c'est comme... Ça fait qui je suis aujourd'hui, tu sais. J'accepte la critique et je sais reconnaître mes torts, mais quand ça marche aussi, je sais le faire, là, tu sais. Wow. Puis est-ce que ça te... parce que j'en ai déjà jasé, donc, avec qui m'ont dit, genre, on en fait assez des podcasts, on vient perdu. Je me souviens que ça va être un de mes invités, je pense que un des professeurs enseignait pas à la personne, mais le fait que ta mère, ta directrice, que ça engendrait un peu, Nive, on sait bien, asti, lui... oui, plein. Le pire, c'est que c'était pas des amis, c'était comme des parents. Il y avait de la jalousie des parents parce que j'étais super bon élève et je l'ai été toute ma scolarité et j'étais quand même clown. Alors, ça faisait chier les gens. Et ils disaient que ma mère me donnait les examens. Et à un moment donné, j'ai comme sauté de classe parce que j'avais le niveau pour sauter de classe. Wow. Et je continuais à performer. Et là, c'était comme... là, c'était la débandade. Là. Ouais, il a des avantages. Alors que les gens qui connaissaient vraiment ma mère et savaient que... Bon, et mon père aussi, que c'était ultra droit, là. Est-ce que tu étais bon parce que tu travaillais très fort ou tu étais juste très doué, tu étudiais une fois et c'était réglé? Ouais, j'étais très attentif en classe et j'enregistrais ce qu'on me disait. J'étais comme bon avec assimiler de la matière vite. Et j'étais un peu un geek, là. J'étais un petit nerd. Je lisais des dictionnaires, je collectionnais des pierres. Je connaissais tous les modèles de dinosaures qui existaient. J'étais comme un petit nerd, là, un petit gros avec des lunettes. Je pense que la première fois que j'entends ça, je lisais les dictionnaires. Ça m'impressionne, ça. C'est terrible. Mais c'est vrai. C'est terrible. Mais ouais, ma mère, elle me disait toujours, tu te fais chier, lis un livre. C'était toujours ça. Donc, je lisais abondamment des romans, toutes sortes d'affaires. Et à un moment donné, le dictionnaire, genre, tu apprenais des nouveaux mots, ce que ça voulait dire. Et on jouait à la maison avec mes parents, genre, quelqu'un donnait la définition et tu devais trouver le mot. Et c'était un gros jeu, là, à la maison, là. Ça jouait fort. Ah ouais, hein? Oh, fuck, yeah, man. Et genre, c'était compétitif à mort, là. Moi, contre ma mère, c'était ultra compétitif. Mais c'était toujours le fun. Là. Chris, on a différents jeux. Moi, il fallait que je lance du fromage. C'est tonton à mon père.
Je suis pas moins cave pour autant. Là, Non, non, c'est le cheese washer, ça s'appelle. Je connais ça. Je connais ça. Sacrement. Est-ce que tes parents ont-tu eu, appelons ça le privilège, entre guillemets, d'avoir 3 enfants studieux comme toi? Tout le monde a été bon à l'école, mais mon frère était aussi volubile que moi. Là, lui, c'était un musicien. Lui aussi, tu sais, à peu près tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est un peu en suivant sa trace, là, tu sais. Okay. Il était sportif, c'était le ticket de parfait, là, tu sais. Il faisait tout bien, il était sympathique, tout le monde l'aimait, etc. Ma sœur, beaucoup plus studieuse. C'était un peu la protégée de mon père, là, tu sais. Elle a été le plus loin à l'université. Elle était comme vraiment straight. Elle faisait du ballet, un peu comme ma mère. Elle a été loin dans... Tu sais, ma sœur, elle était performante et straight. Et on a tous eu... En fait, l'affaire, c'est que nos parents, ils nous ont vraiment encouragés à faire ce qu'on voulait. Ouais. Et quand on trouvait ce qu'on aimait, ils poussaient fort. OK. Alors, c'était pas genre... Et dans notre communauté, il y avait beaucoup d'attentes de certains trucs, là, tu sais. Si tu faisais de la musique, c'est parce que tu jouais au piano. Si tu allais étudier, ça allait être médecine. Tu sais comment ça marche, là. Hein? Ouais, il y a beaucoup de ça, là, tu sais. Et il y a ça dans toutes les communautés. C'est rien que c'est vers d'autres intérêts, tu vois. Chez nous, il y avait des standards, si tu veux. Nos parents, c'était comme ça, non, même tout, vas-y, là, fais ce que tu veux. Mais sois sérieux. Ça, ils étaient, tu vois, pas de niaisage, là. C'est-à-dire, si je t'inscris à un cours, ça va être le meilleur cours, on va payer, mais tu t'appliques même. Et si tu n'aimes pas ça, c'est correct, mais dis-le nous. Tu sais, je ne vais pas t'inscrire à une école par prestige, je vais t'inscrire parce que ça performe là-bas. Mettons. Très bonne façon de penser. Puis c'est un beau ça, c'est un vrai de vrai privilège, tabarouette, d'avoir ses parents qui sont en mesure de t'offrir tes études, de pouvoir payer. Ça, c'est ça. Et on en était conscient aussi, là. Ouais. Tu sais, nos parents, ils nous rappelaient, pas pour nous dire, hey, on vous paye tout, mais genre, dude, sois content de ça. Et si tu veux pas, c'est correct, reste à la maison, pas de stress. Mais si tu vas faire de quoi, là, vas-y, pousse à fond, là. Est-ce que tes parents ont le même parcours? Ont-ils eu cette chance-là ou non, justement, puis ils voulaient la donner? Non, mais écoute, ils ont eu des vies assez éclatées là, par rapport à la nôtre, là, qui avons grandi ici, etc. Ma mère, elle est née au Maroc. Elle a quitté le Maroc à l'âge de 5 ans pour aller en France parce que mon grand-père était militaire français au Maroc. C'était pas encore indépendant. Et donc, elle était en France. Et en France, mon grand-père, c'était à l'ancienne. Le bonhomme travaille pour l'armée. Il avait 9 enfants. Et tu sais, mes tantes, on rit toujours de ça. Elles nous disent, on n'était pas riches, mais on avait des repas chauds et des livres pour étudier. Donc, et en même temps, tu vois leur vie. Ils ont tous fait, toutes les sœurs à ma mère ont fait du ballet. Tu sais, dans les années 60, à Paris, là, tu sais, genre, c'était comme vraiment cool. Les oncles, il y a 2 bonhommes, là, et les oncles, un, il est batteur, l'autre, il est guitariste, tu sais, tout le monde a étudié, tout le monde a fait des hautes études, etc. Donc, le sacrifice des parents, ils l'ont connu. Tu vois, mon père, pareil, au Maroc, il a perdu sa mère très jeune, et donc, il est devenu un peu c'est l'aîné de sa famille, là, tu sais, donc il a comme géré ses sœurs, etc. Mais il a tout de suite dû avoir des responsabilités adultes un peu, parce que c'était l'aîné. Donc lui aussi, mais il faisait ses affaires. Il a joué au basket professionnel jusqu'à avoir son école, etc. Wow. Il a étudié. Donc mes parents, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont voulu, mais parce que la vie est arrivée comme ça. Tu sais, ils se sont rencontrés en Israël, ils ont eu mon frère, et là, il y a eu la guerre, et après la guerre, ma mère, elle a dit, genre, moi, ça suffit, là. Tu sais, genre, j'ai un bébé, je veux pas la guerre. Et donc, ils sont venus au Canada, mais dans les années 70, là, tu sais, ils ont comme tout refait ici, et ils ont réétudié, ils ont réorganisé leur vie par rapport à la vie qu'ils voulaient vivre ici, donc élever une famille, rester là. L'arrivée au Canada, tout ça, ça a-tu été... compliqué ou ben non, ça s'est fait mieux qu'ils pensaient? Est-ce qu'ils te l'ont déjà raconté, ça? C'est compliqué parce qu'il y a un déracinement, tu sais, tu quittes chez toi. Oui, oui, oui. Totalement. Ça, c'est très dur. Même si ma mère les deux avaient déjà immigré, en fait, tu sais, du Maroc. Ouais, ouais. En France, l'autre en Israël, mais ils sont arrivés ici, ils étaient comme seuls. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas vraiment de communauté. Ils étaient élevés à l'européenne un peu. Tu sais, mon père, il me dit, on arrivait ici, le seul café qu'il y avait, c'est Dunkin' Donuts, là. C'était catastrophe pour lui, là, tu sais. C'était du pain-pomme, quoi. Il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de... Donc, là, c'est là qu'ils venaient dans les quartiers italiens, etc., pour trouver un peu de... Il me dit, le samedi, on allait prendre le bon café dans la petite Italie. Mais c'est comme ça que les communautés ont grandi à Montréal. Et tu sais, les quartiers, ils ont grandi parce que les gens avaient besoin, ils avaient une nostalgie du pays, là, même. Ouais. Et là, donc, les Italiens sont organisés, ils ont emmené... un café, une boucherie qui faisait leur trip de coupe de viande et un agriculteur qui a planté leur type de tomates. Fait que c'est comme ça que ça s'est...
Mais ces gens-là sont arrivés ici, et c'est ce qu'il me disait mon père, l'immigration des années 70, 80, même depuis les années 50, c'est une force de travail qui est débarquée au Québec. Là, eux, ils arrivaient, ils bossaient. Il n'y avait pas d'honte, là. Ils travaillaient, les mecs. Que ça soit à quatre pattes. Il y en a qui ont parti leur business, qui ont fait des grosses affaires. Moi, des amis à mon père sont devenus millionnaires, mais ils sont arrivés ici avec 2 valises et un kid, là. Ils ont travaillé fort, man. Ils ont démarré leur compagnie, tu sais, des grosses compagnies comme Buffalo Jeans. C'est des gars qui sont arrivés du Maroc, là, man. Ah ouais, hein? Ouais, ils ont travaillé dans le shipping. Aldo, tu sais, Aldo, les chaussures Aldo. Oui. C'est un gars qui a travaillé pour mon oncle dans le shipping il y a fucking 40 ans. Aujourd'hui, c'est 2200 magasins internationaux. Genre, le gars, c'est des plus grosses boîtes qui existent. Mais ils sont arrivés avec rien, ces mecs-là, tu vois. Donc, il disait, mon père, c'était comme... Là, ils étaient jeunes, man. Quand je vois ça, c'est ça. Ils avaient 22, 23 ans, changent de pays, ils ont un kid, ils arrivent l'hiver. Bro, c'est complètement pété quand tu y penses. Nous, comme je t'ai dit, à 26 ans, j'ai quitté chez mes parents bien gras et bien dodu, là, pour aller me poser dans le Myland parce que c'est cool. T'sais, ils ont une vie complètement folle. Fait que ça s'est fait bien, mais avec des adversités qu'on ne pourra jamais comprendre. Parce qu'on on vivra même pas proche de ça, là. Non, c'est ça. Est-ce que tu te reconnaissais dans Ville-Saint-Laurent? Avais-tu d'autres enfants dans la même situation? Oui. Oui. Alors, dans mon quartier, c'était un quartier très juif. Il y avait comme 3-4 synagogues autour de chez moi. Mes amis, mes meilleurs potes, encore aujourd'hui, là, c'est les kids de la rue. On joue au hockey dans la rue. Ouais. Et ça s'est formé comme ça, des quartiers. Tu sais, encore une fois, ils habitaient, mes parents, quand ils sont arrivés, ils habitaient Côte-des-Neiges, qui est un quartier... je pense que c'est la patch de terre la plus multiculturelle en Amérique du Nord. Là. Je suis d'accord. C'est fou, là. Il y a comme 160 nationalités sur 1 km². C'est merveilleux. Ouais, c'est génial. Donc, vraiment. Comme tous les immigrants à peu près de cette époque, ils débarquent, man, Parkent, Côte-des-Neiges. Et là, là, ils s'organisent, là, ils réalisent, bon, il y a des terrains à vendre, il y a des maisons à vendre à Saint-Laurent, c'est pas très cher. Là, il y en a 1, 2, une dizaine, une quinzaine de familles qui ont bougé là-bas. Ils ouvrent une synagogue pour aller prier, pour faire leurs affaires. Et ces synagogues deviennent aussi centres communautaires, tu vois. C'est comme un peu le rôle de l'église. La paroisse, oui, elle fait le service, la messe, mais tu peux jouer au basket pour l'église, il y a les activités, il y a le bazar. Donc, ça a pris un peu ce rôle-là. Et les communautés se sont organisées autour de familles un peu comme eux, là, tu sais. Ouais, ça s'est fait comme ça. Puis les fins de semaine, tu fais quoi? Si ta sœur était plus du côté ballet, c'était quoi tes occupations primaires, mettons? Moi, quand j'étais jeune, on jouait au hockey l'hiver. Ouais, On était inscrits à la ville, tout le monde. Je ne performais pas, mais j'étais inscrit. Mais c'était drôle parce qu'on arrivait et Ville-Saint-Laurent, c'était comme le début des quartiers mélangés. Tu sais, c'était ultra québécois. Et il y avait 3-4 Marocains, 2 Italiens, genre, et un Afghan. Et c'est comme, bon, c'est quoi cette équipe, là, man? Et on allait jouer. Et donc, l'hiver, c'était ça. L'été, piscine, beaucoup de piscines, le parc, tu sais, le parc à côté de la maison. Piscine publique, on faisait les cours de natation qui étaient gratuits. Et c'est drôle parce que Adib aussi, c'est un kid de Ville-Saint-Laurent. Et lui aussi, c'est dans les mêmes parcs qu'il est devenu sauveteur et tout, tu vois. Donc, on profitait des services de la ville, man. C'était pas cher. Tu sais, moi, je jouais au hockey à Ville-Saint-Laurent, je me rappelle, là, c'était 125 balles et tu avais 2 jerseys, 2 paires de bas et c'est tout. Moi, je vois mes neveux aujourd'hui, c'est ouais, je joue 3 lettres. Ah ouais, combien ça coûte? 7 000 $ l'inscription, 12 000 $ de tournoi et mes patins sont 1 800 $ moulés à mes couilles. C'est comme, man. On jouait sur des règles en bois, même pratiquement, là, tu sais. C'était comme. Mais on jouait à tout, là, you know. Ouais. Puis même si tu t'occupais l'esprit puis qu'à l'école, tu étais bon, ça ne veut pas dire que tu étais nécessairement un petit ange à la maison. As-tu eu ton petit moment? Ouais, c'est ça, je vois ta face. As-tu ton petit côté petit Chris à un moment donné? Ouais, parce que je parlais très bien depuis très jeune. Je m'exprimais fucking bien et j'argumentais, man. Ben, tu me connais dans la vie, là. Tu sais comment on voit une discussion où ça brasse, je m'excite, là, tu sais. Et ça vient de là. Et c'est ce que je te disais, mes parents étaient justes dans le sens... On avait tous droit à notre opinion. Il n'y a jamais eu la phrase de « tu as 10 ans, ferme ta gueule ». C'est jamais arrivé. C'est « tu as tort, ferme ta gueule », mais pas parce que tu es jeune. Parce que tu as tort. Ouais. Et donc, moi, j'étais rebelle dans le sens... Mettons un exemple, OK? Après avoir été à l'école avec ma mère comme directrice, j'ai été au collège Stanislas, qui est un collège français, si tu veux, éducation à la française.
de jésuites, man. Il y a la chapelle, il y a l'aumônier, tu sais, il y a des crucifix dans toutes les classes. Un peu genre Notre-Dame, là. Tu sais, bon, une école, voilà. Et là, examen d'espagnol, j'ai pas étudié. Pour me sauver du truc, je dis, ouais, man, il faut quelque chose. Je lève la main. Oui, dis ce qui se passe. Madame, je peux pas faire l'examen. Pourquoi? Ben, il y a un crucifix, là, il me regarde. Moi, j'ai l'habitude de prier avant l'examen, je peux pas. Elle me dit, quoi? Ok, va dehors. Genre, 0, dehors. Ok. Là, je joue all-in, là. Là, mon bluff, il est collé, là. Faut que j'y aille à fond. Surveillant, je lui explique la situation. Je dis, monsieur Simon, moi, je m'occupe pas de ça. Allez voir le directeur général. Genre, tout le monde est en tabarnak, là, contre moi, right? Parce qu'il voit que je suis en train d'essayer de les crosser, là, tu sais, bon. Ah ouais. Arrive chez le directeur, et là, je pars sur un exposé, mon gars, de film. Un avocat qui fait son closing argument qui va gagner, là, tu sais. C'est magnifique. Oui, on est une école multiculturelle. Sur l'agenda, il y a marqué 85 nationalités, 23 langues parlées. Comment vous nous imposez? Il y a des musulmans, des juifs, des bouddhistes. Man, je pars, là. Et Monsieur Daillon, je me rappelle, un gros français, là. Monsieur Simon, vous mettez dans l'embarras. Bon, comme ça, man. Ok, allez à la salle générale, whatever. Attendez la fin du cours. On se reparle. Moi, je fais pas l'examen, je suis pas dans le trouble. Fuck tout le monde, super. Rentre à la maison. Et à cette époque, mon père est coach de basket de cette école-là. Okay. Donc, il est en contact avec les profs, les directeurs, tout ça. Là, il travaille là-bas. Là, bon. Super. Le lendemain matin, on rentre dans la voiture. Mon père, il me donne un lift le matin. Il m'amène à l'école. Et là, il dit, qu'est-ce qui s'est passé hier? Rien, qu'est-ce qui se passe? Non, on m'a appelé. On t'a appelé, qu'est-ce qui se passe? Et là, il capote, man. Il capote, genre. C'est mon travail, tu me fais ça, tu me fais honte, tu me fais truc. Finalement, lui, il capote. Genre, il a reçu un appel, écoutez, M. Simon, votre fils, voilà ce qu'il a fait. Il avait raison, mais bon. Finalement... Attends un peu. Là, à ce moment-là, ton père t'a dit ça, là, comme, tu me déçois, ça se fait pas. Chris, toi, tu devais filer petit en dedans ou t'étais comme, non, comme un petit poids, là. Parce que moi, je sais que la source, il n'y a rien de vertueux. C'est je veux pas faire l'examen, je n'ai pas étudié. Ouais. Je suis une merde dans l'histoire. Tu comprends? J'ai aucune gloire, là. Je suis vraiment un pourri. Et en tout cas, au final, on s'entend pour que j'ai une autre date d'examen que je dois faire quand même, bien évidemment. Eh ben, figure-toi que je retourne à l'école et il n'y a plus un putain de crucifix dans toute l'école. À part à la chapelle et au truc. Et ils m'ont dit, écoute, tu as soulevé un bon point. Ça, je te parle de ça, 98, là, genre. Tabarnak! Complètement pété, man. Complètement pété. Mais j'étais ce genre de... Tu vois, c'était pas j'allumais un pétard. Mais j'ai dénoncé une institution jésuite depuis 1840, là. J'arrive. Tu comprends? C'était ça, mon genre de problème, là. C'est ça. Calisse. Puis là, t'as eu le temps d'étudier puis t'as passé ton examen. Là. Ouais, normal. Tranquille, mais ouais, voilà. C'est ce genre de folie, là, que je faisais, moi. Je contestais des profs. T'avais quel âge? Oui. 13, 14. Hey, c'est pas possible. La confiance que t'avais. C'est ça. Et j'étais petit, gros, lunettes. Rien pour moi, là. Et j'ai transposé ça. Et je pense que c'est un peu pour ça que je fais ce que je fais dans la vie. Parce que on a ce... Qu'est-ce qui peut arriver? Ah ouais. Et c'est fucké parce que l'humour, c'est enfin, l'humour. Parler en public, c'est la première peur dans le monde. Ouais. Plus que mourir. Et nous, c'est là où on s'excite comme des grands malades. Alors, ouais, ça vient de là un peu, là, ouais. Profitons de la parenthèse que tu m'offres. Ça arrive quand, justement, ça? Parce que tantôt, tu parles... Bon, j'imagine que tu n'avais pas vraiment dans ta branche généalogique beaucoup d'humoristes dans l'histoire. Okay. Tu sais, parce que tantôt, je t'écoutais parler, tu disais à mes parents, tu sais, on va t'encourager en autant que tu sois sérieux. Ouais. J'imagine qu'ils ne s'attendent pas nécessairement à ce qu'à un moment donné, tu leur dises que tu voulais être humoriste ou quoi que ce soit. Ça arrive-tu tout de suite, ça? Moi, ça a commencé avant l'humour. À 15 ans, je prends la décision que je suis auteur, compositeur, interprète et ça va se passer. En musique? En musique. Moi, j'écris de la musique, j'écris des paroles. Ma mère m'écrit des paroles, on écrit ensemble. Wow. On fait des tunes ensemble. Là, je suis jeune, là, j'ai 15 ans, mais je commence à gratter, j'ai une bonne voix. Et là, c'est ça le plan. Vers comme 17, 18 ans, j'enregistre un genre de démo, 3-4 tunes. Et là, ça commence à builder ça. Je fais des festivals, je m'inscris, tu sais. Pardon, j'essaie de partir une bonne carrière en musique, mais ça commence déjà à être tough, la musique au Québec, à ce moment-là, là, tu sais. Là, on est à quelle année, là? J'ai 17 ans, ouais, c'est ça. J'ai 15, 16, 17 ans, donc 2002, 2003. OK, parfait. Et là, moi, dans ma tête, c'est ça que je fais. Je vais faire de la musique.
Et l'école, ben, on verra. Tu sais, dans le sens où je rentre au cégep, mais je rentre en technique vétérinaire. En pensant, ouais, moi j'étais passionné par ça. Je voulais être vétérinaire, mais j'ai pas compris qu'il fallait faire sciences santé et que c'était ultra contingenté, et que comme on m'a mal expliqué la route. Mais moi je me suis dit technique, go, puis on verra après. Là, mais t'étais bon à l'école, c'était pas censé être nécessairement un obstacle pour toi vu que t'étais solide. Non, mais je m'étais pas inscrit, genre, tu comprends? Ok. Pour moi, c'était comme quand j'avais fait l'espèce de rencontre là du cégep, du programme, ils expliquaient tout de suite tu vas pouvoir travailler et après si tu veux poursuivre, ben tu feras vétérinaire, médecine vétérinaire. J'ai dit OK. Sauf que là, 3 mois end ou 2 mois end, tu réalises que finalement, de ce programme-là, ils en prennent 7 au Québec total. Ouais. Faut des notes, faut être un virtuose pratiquement pour aller le faire. Donc là, je me déchauffe, j'arrête ça et je transfère mon cégep en sciences humaines, pas de maths. Et, ce qui m'a amené à faire mon bac presque finir mon bac en philosophie là, avant de faire de l'humour. Donc, oui. Ouais, donc mes parents étaient déjà prêts à ce que il sera pas comptable, le petit. Hein, ils étaient déjà prêts à ça, là, tu vois. Donc, ça s'est fait smooth. Et c'est pour ça que quand l'humour est arrivé, mon père a vu une vraie opportunité pour moi de vraiment vivre de la scène. Parce que c'est tout de suite appealing, man. On te donne 20 balles pour faire un show. Moi ça me coûtait 1005 de musicien, de transport, de range le gear. C'était dur de faire $1 en musique. C'était rien que dur de se booker pour jouer. Ouais. Là, j'ai un quart de show, on me donne des contrats, on m'appelle, on book des bars. J'étais comme, fuck yeah, man, j'essaye ça. Là. Ça veut dire que clairement, déjà, à ce moment-là, t'offrais de bonnes prestations, t'avais vraiment un bon contenu, des bonnes tunes, une belle voix, puis ça y allait quand même. Là. Oui, j'avais des shows. L'erreur que j'ai fait avec le recul, c'est de ne pas avoir pris ça un peu comme on fait en humour, c'est-à-dire un 5 à la fois, aller dans des bars, apprendre ton artisanat, là, apprendre à faire ce que tu fais. Moi, j'ai tout de suite eu beaucoup d'argent derrière moi. Il y avait quelqu'un dans la famille qui est quand même assez fortuné qui s'est dit ouais, on va, let's go. On dépensait plein de fric pour enregistrer des tunes. Chose que tu sais, mettons, c'est comme si après ton premier ZooFest, là, tu loues Wilfried pour faire un show. Et moi, c'était le medley. Dans le temps qui n'existe plus aujourd'hui. Mon premier spectacle live, c'est au medley. On est 13 musiciens sur scène. C'est capté avec 3 Kodak et c'est enregistré avec le studio mobile qui est un Winnebago avec un studio qui vient capter. C'est n'importe quoi. Là. Ça me coûte 25 000 balles. C'est comme... Donc, on a fait plein d'erreurs stratégiques. Mais quand l'humour est arrivé, j'avais dans les 2 premières années, j'ai dit ouais, mais je suis musicien là. Oui, je suis humoriste, mais attends, moi, je m'en viens, là. Mon projet, il s'en vient. Rien que ça, c'est cool en ce moment. Et là, tu avances, quand tu dis, je suis humoriste. Il faut arrêter de nier l'évidence. Ça a-tu été, entre guillemets, dur de l'avouer, ça, qu'à un moment donné, la musique était reléguée au 2e rang? Non? Non, parce que j'en fais toujours et je réalise que j'obtiens à peu près le même plaisir musicalement. Je continue à créer, je continue à pogner mes thrills de création, de jeux, même si je suis tout seul chez moi. Le thrill de live, le thrill live de l'humour est 100 fois plus fort que de musique, là. L'humour en live, c'est de l'héroïne et de la musique en live, c'est un bon scotch, c'est tout aussi appréciable. Mais l'autre, tu vas beaucoup plus loin, là. Tu sais, fuck me, man. Donc moi, et ça aussi, ça a été très attrayant. Un rapport au public aussi franc, aussi balèze, là. L'humour, c'est quelque chose, man. Puis tu passes quand même de 13 ou 14 sur scène à tout seul. Ça, t'as du pogné de quoi en table. Mais là, à quel moment, je veux dire, je comprends, à un moment donné, là, tu parles comme si c'était facile, mais à quel moment, là, tu vois de l'humour, tu vois un humoriste, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, moi, la semaine prochaine, je m'essaye? Alors, c'est l'histoire complètement folle j'ai toujours été funny guy, comme un peu tout le monde en humour. J'ai toujours été le clown, toujours fait rire. J'ai toujours été capable de raconter des anecdotes devant un public de salon, mettons. 15, 20, 30 personnes. J'ai déjà géré 30 personnes dans un salon. Bang, bang, en grande forme, là, tu sais. Mon premier numéro, c'est quelque chose que j'avais raconté 100 fois avant dans des salons. C'était mes anecdotes de travail Vidéotron qui sont véridiques, qui sont arrivées. Personnages, les accents, j'avais ça depuis toujours. Alors, c'est passé de oncle, tante à prof, à collègue d'école qui, quand j'arrive justement à Stan, il y a des Africains, il y a des Latinos, il y a autre chose là. Fait que là, je commence à développer tout ça. Et mon premier show d'humour, c'est Théâtre Saint-Denis en première partie de Gad Elmaleh. Tabarnak, quand même. Ouais, complètement fou, complètement pas prévu. Je suis booké dans le festival où Gad est booké. Je suis booké avec mon band.
À ce moment-là, je fais de la musique. Ah ouais? Ouais. Et la productrice, c'est le festival de ma communauté, là, la communauté séfarade, qui sont les Juifs d'Afrique du Nord et d'Espagne, là, si tu veux. Et ouais, elle me dit, écoute, Gad, il cherche une première partie dans la communauté. Il veut un petit jeune de la communauté. Fais un truc. Je suis comme, je suis pas humoriste, là. Gars, c'est une job. Et j'en consomme à l'époque. J'en consomme beaucoup. OK. Super écran, les galas ovaux, là, toutes ces affaires-là. Wow. Ça y allait bien, là. Tu sais, à la maison, mon père est grand fan d'humour. Écoute, mon père a vu le premier André-Philippe Gagnon, la première fois qu'il a fait We Are the World, au lundi des AA. Mon père était dans la salle, genre. Wow. Ouais, mes parents consommaient de la culture québécoise à fond de train, là, avant même que j'existe. Donc, il y avait ça à la maison. Mais jamais j'ai pensé, jamais, honnêtement, jamais. Moi, je faisais de la musique et de la philo, et je fais de la musique depuis l'âge de 3 ans, là. C'est de la musique que j'allais faire. Ouais. Et puis là, l'humour, man, Gad, Théâtre Saint-Denis, je raconte mes anecdotes de Vidéotron. Et bro, ça marche solide, là. Et là, je suis comme, holy fuck me, man, qu'est-ce qui vient d'arriver, là? Tu le sais quand ça marche. L'éclair, là, le feu de... Mais tout le temps, je veux ça, tous les jours, à chaque moment, là. Et là, comme 2 semaines après, Juste pour rire m'appelle. 2 mois après, je suis signé en prod. Et là, je book mon premier bar, man. Là, je book mon premier bar. Tu sais. Est-ce qu'à ce moment-là, as-tu quand même une pensée de « Woup, l'expérience de la musique, on est peut-être allé vite, investi trop vite, le medley. » Est-ce que tu te dis « Là, je vais faire étape par étape? » Non, encore non. Non. Ben non. Là, tu sais ce qu'on me dit, moi, à cette époque-là? Ah, ben, Chris, t'es le nouveau Rachid. Tu vas être millionnaire. Ben ouais, les amis, où est-ce que je signe, bro? Amène le stylo, là, vas-y. Vas-y, donne-moi que je signe. Ben ouais, moi, je veux vivre de la scène, c'est mon seul but. Parce qu'il y a 6 mois, je travaille dans des kiosques à Vidéotron et je travaille au téléphone et des jobines de merde et je fais un bac en philo, là, ça va pas m'amener de la job. Et la musique, il y a 10 bands au Québec qui font de l'argent, le reste, ils crèvent la faim. Donc, c'est pas glorieux, là, à l'époque. Et tu me dis, you're the next big thing. Genre, moi, je suis fan de Rachid à l'époque, dans le sens, putain, c'est un arabe qui est en train de déchirer la province, là, go. Ah ouais. Tu sais, alors, vraiment, comme lui, ouais, on va t'amener des auteurs, des metteurs en scène, moi. Allez, ben ouais. Je me dis, ok, je suis pas auteur, compositeur, interprète, je suis interprète. Mais à cette époque-là, je connais pas c'est quoi la job du humoriste. Ouais. Je comprends pas que la job, ça se passe vraiment sur un ordi, là. La job, elle est seule, elle est à la maison, tu écris des blagues. Une fois que tu es sur scène, c'est l'aboutissement du raisonnement, là, je veux dire. Tu sais, c'est le serveur qui amène le plat à table, mais la job, elle est en cuisine, là, tu sais, bon. Et là, je fais le premier gala avec des auteurs, une équipe, ça marche, je lève la place des Arts 2 soirs de suite. Est-ce que ces numéros-là qui sont arrivés après Vidéotron, c'était à quel pourcentage c'était des gags d'auteurs? Le 2e numéro presque entier. Puis à toi, mon 2e gala. Puis toi, comme tu dis, tu trouvais ça comme normal? Parce qu'en bout de ligne, le numéro de Vidéotron, ça a vraiment déchiré, comme tu dirais si bien. Puis c'était toi qui l'avais écrit, pourtant. Là. Ouais, alors moi, j'avais les act-out. J'avais tu sais, mon personnage africain, mot pour mot, c'est resté tel quel. Mais le avant, le après, là, les boys, ils sont rentrés. C'est Adib Al-Khalidé, Sébastien Ravary, Thomas Levac, là. C'est pas des deux de pique, là. Tu sais, ils sortaient de l'école, les 3, on bosse. Ils me structurent ça, on fait une montée. Moi, je dis, bro, si j'ai les idées, eux, ils me polissent le tout. Allez, on est une bonne équipe, on y va. Mais parce que je me dis, moi, si c'est comme ça facile, on va écrire 8 heures de matériel, c'est quoi le problème? Ah ouais. Mais là, je sais pas que je dois aller à Bécomo, moi, faire rire du monde. Je comprends. Tu vois, j'ai aucune idée de cette réalité-là. Ah, c'est que c'est drôle. Ouais, Nive, j'avais oublié de te dire. By the way. Il y a Ambre Saint-Pierre qui t'a... Mais tu vois, ça aura pris presque 12 ans. J'y vais au mois d'août, là. Avec mon show. Ouais. Et ça aurait pris tout ce temps-là pour parfaire comprendre le métier, apprendre à écrire, apprendre à être sur scène. Tu sais, c'est un vrai apprentissage, là, Est-ce qu'humainement, ça te fait-tu, je vais dire un peu exagéré, mais ça te fait-tu mal? Parce que là, tu nous l'as dit, là, comme il est où le stylo que je signe, nous voilà 12 ans plus tard et même plus, t'es comme, Chris, je suis pas encore connu à travers la province comme faut, moi, Chris. T'y penses-tu, ça, des fois? Non, oui, j'y ai pensé. Alors, les 3 premières années,
J'avais du ressentiment dans le sang. Non, mais j'étais en tabarnak, man. Parce que dans ma tête, c'est comme, mais bro, tu m'as dit, comme un enfant gâté, mais tu m'as dit que tu allais m'acheter le vélo. Ah ouais. Mais ça marche pas comme ça. Alors, 3 ans de fuck, man. Je suis bon. Moi, je mérite. Et alors que OK. Là, tu atteins le rock bottom, on va dire. Et là, tu te fais conseiller par tes gens les plus proches, ton gérant, ta famille. Reprends contrôle de tes trucs. Et c'est débile parce que en musique, les paroles, la musique, la part de la bass, la part du drum, un malade, là. Je contrôlais chaque respiration. Je savais dans ma tête, avant de commencer à écrire la toute, je l'entendais complète, là. Donc, et là, j'arrivais et je me suis dit, finalement, je suis une chanteuse de karaoké, man. Grasse et qui est moyenne. Et j'étais comme, fuck that, man. Je suis trop un artiste depuis longtemps pour que ça arrive. Et là, du moins zéro, parce que j'ai déjà connu la gloire d'un gala juste pour rire. Et c'est comme, tu arrives dans un bar et tu as 10 minutes de silence. Pourquoi? Parce que t'es mauvais, man. Tu vois, c'est ça. Alors ça a été un choc. Mais aujourd'hui, avec le recul, heureusement, parce que là, c'est moi, là. Tu comprends, je drive mon Winnebago, là. C'est comme... important, ça. C'est l'essentiel. Ouais. Tu sais, tu peux te travestir jusqu'à une certaine limite. Après, tu peux pas toi-même te pardonner d'être pas toi, là. Tu deviens fou. Je pense. Puis est-ce que je veux pas qu'on élabore là-dessus pendant 4 ans, parce que c'est pas l'essence même du podcast, mais quand même, juste pour closer cette parenthèse-là, dans ton cheminement, quand arrive justement, que c'est pas une première partie de n'importe qui, là, un des monuments de sa génération, on parle ici de Louis-José Hood, tu te dis-tu, enfin, tabarnak, puis ça, c'est ma place, puis il était temps. Comment tu le fais? Comment ça arrive? Comment tu le gères? Pour moi, ça a été très... j'ai de la misère à trouver l'équivalent en français. Humbling. Ça m'a calmé, beaucoup d'humilité à travers ce processus-là, parce que dans ma tête, je me suis dit, OK, il y a une vraie validation du travail. Pas du talent, pas de tout ça. Quelqu'un a vu que inexistant à tout ça, et en mode, tu sais, Faneuf, Benjamin Faneuf, qui est le producteur de Louis-José, m'a dit à un moment donné, dans le début, moi, j'étais comme à l'envers, là, waouh, ils m'ont choisi, moi. J'ai jamais été choisi dans rien, là, ni dans les sports. Mon père m'a pas pris dans son équipe de basket parce que j'étais pas assez bon. Dans mon école, c'est lui le coach, mes amis, c'est ses joueurs, mais pas son fils. Donc, moi, on me choisit pas, là, tu sais. Et je lui disais, en tout cas, merci, man, pour l'opportunité. Je trouve ça vraiment malade. Il me dit, c'est parce que tu fais un job. Le jour où tu fais plus un job, tu es dehors, un peu à la blague, mais ça m'a confirmé que il n'y a rien qui me doit, il n'y a personne qui me doit rien. Ouais. Et si je suis arrivé là, c'est parce que je fais le travail. Et j'ai fait des sacrifices pour. Et pour moi, ça a été un OK, tu es prêt pour les 10 prochaines. C'est bon, là. Ouais. Là, go, là. Là, go. Et j'ai l'ambition de, et je le dis toujours à Louis-Jo en blague, je suis comme, tu sais, Louis-José, dans ma carrière, tu es une étape. Je viens pour toi, mon candice, mais dans le sens où j'ai toujours eu des ambitions démesurées, mais je trouve qu'il faut. Le fantasme, il doit être trop loin. Si tu fais ton fantasme, tu sais pas rêver, man. Y a-t-il un moment donné dans cette montée-là, là, ça fait 10-12 ans, là, est-ce que, puis je sais que tu es avec ta blonde, que dis-je, ta femme, oui, maintenant. Monsieur. Depuis 4 ans, tout récemment? Ma femme, depuis 4 ans, on est ensemble, ça fait 10. 10 ans, c'est ça exactement. Ouais. Félicitations pour ça. Merci. Est-ce qu'il y a un moment donné où, au niveau personnel, tu penses peut-être lâcher? Et deuxième volet à ma question, est-ce que c'est dur avec ta blonde? Parce que vivre avec un humoriste, c'est pas toujours évident. Ça a été quoi les challenges personnels et avec ta blonde? Personnel, non. J'ai jamais pensé arrêter. OK. Parce que j'ai toujours progressé. Il y a eu des obstacles, il y a eu des déceptions, il y a eu des gigs que j'ai pas eu, comme tout le monde, là, des auditions qu'on n'a pas eu, des trucs comme ça. Mais j'ai toujours progressé. Mon gérant était capable de me faire un bilan de, écoute, l'année dernière, on savait pas qui t'étais. Aujourd'hui, on sait qui t'es. C'est toujours non, mais on sait qui t'es. C'est encore non, mais c'est correct. On sait qui t'es. Donc, dans ma tête, ça a progressé et le minding, c'est OK, je lâche pour faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire de mieux ou de plus? Plus de fric, c'est pas vrai, je gagne bien ma vie, il faut être honnête. Je gagne bien ma vie. Quelque chose qui va me nourrir plus que ça, à moins qu'on me donne, OK, tu fais plus de l'humour, tu fais de la musique. Et même à ça, aujourd'hui, en tant que papa, je sais pas si je vais être une rockstar.
C'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes implications, c'est pas les mêmes. Tu sais. Fait que, alors, niveau personnel, je suis assez focus dans le sens où it's gonna happen. Ouais. J'ai jamais eu de doute que non. Et ça revient à mes ambitions de débile. Beaucoup auraient lâché avant moi, auraient eu des shows de merde, seraient sortis. Tu sais, on m'a posé la question récemment, qu'est-ce qui te fait retourner à prendre des coups comme ça? Parce qu'on le sait, on n'est pas bon au début, là. Et on prend des fucking beatings, mais tu le contrôles. Ouais, mais c'est à toi, c'est ta merde. Et quand ça marche, c'est ta gloire. Alors, ce contrôle-là, c'est dur d'avoir ailleurs, man, d'aller parler à un patron qui te dit 8h05. On avait dit 8h. Quoi? Quand tu parles, man? Impossible. J'ai 36 ans aujourd'hui. Impossible de faire marche arrière. Donc, ça garde focus. Et avec ma femme, ce qui la garde à elle, c'est de me voir justement aussi focus, aussi avoir autant d'ambition. Pour elle, c'est un turn-on de voir que son mec, il a faim, là, tu sais, il veut y aller. Et elle m'a vu pas couper les coins ronds et faire étape par étape. Et rendu là, elle est comme investie, comme dans une série, là. Elle veut que le personnage principal, il gagne, là. En plus, elle le nique, alors ça tombe bien. Ah, si, j'adore tout. Fait que, ouais, non, c'est ça, c'est juste. Mais c'est difficile, il y a des choses, ne serait-ce que les événements que j'ai manqués de ses amis. Sa meilleure amie, j'ai pas été à rien. Pas son fiançailles, pas son mariage, pas les naissances de ses enfants, pas, rien. Pourquoi? Ben, Annie Villéan Chaud. Et les beaux-frères, là, enfin, les maris, les chums des amis, moi, je suis comme l'anti-héros. Ah, you fucking rat. Tu viens pas, espèce de rat. Nous, on s'est farci l'événement sans toi, man. C'est pas correct. Donc, mais c'est ça. Mes amis ont subi, ma femme a subi, ma famille a subi ça. Moi, je suis dans la gloire, là. Je m'éclate, je m'accomplis, je fleuris comme une fleur d'artichaut, là. Mais pour les gens proches de moi, ça a été beaucoup de... Surtout que j'étais un gars ultra présent. J'étais un ami présent, un frère présent, un cousin présent. Tu sais, j'étais là. Et là, il y a l'humour et ma famille, ma femme et mon kid. J'ai plus le temps pour rien d'autre, tu vois. Ouais, puis tu l'as rencontré de quelle façon, ta femme? Au mariage de mon meilleur ami qui est son cousin. Ben, tu vas au mariage, tu rencontres la femme de ta vie. Fait que c'est pour ça qu'il faut t'arrêter d'aller à d'autres mariages. Tu vois, elle l'a tout de suite flairé. Elle a dit, toi, c'est fini les mariages. Elle dit, t'es en show. Ben, je suis même pas en show à soir. T'es en show à soir. T'es en show. Exact. Si ça coule, je suis pas en train de pisser, je me sers un verre d'eau. Ah oui, ça va. Ah, regarde, c'est la bonne franquette. Tu peux chier sur ta chaise, il n'y a aucun problème. Ben, Gare. Maintenant que tu le dis, va y aller. Hey, d'ailleurs, parenthèse, avant qu'on parle de la première rencontre avec ta blonde, les accents en général, clin d'œil particulier à l'accent québécois, ça, c'est inné ou à quel point tu l'as entendu? Chris, ça n'a pas de calice de sens, là. Ça, depuis que je parle. Mais c'est pour ça que... C'est pour ça que quand je t'ai dit, quand je suis arrivé en humour, j'avais pas de joke. J'avais juste des bons act-out. Et j'ai vite réalisé que c'était pas suffisant, là. Il faut une joke. Alors, mais ça, depuis toujours, ça a vraiment été, comme j'expliquais, je me suis jamais assis pour m'entraîner. Aujourd'hui, j'apprends l'italien. Non, ça s'est fait avec des rencontres, des gens depuis que je suis jeune, j'ai toujours été attentif aux adultes autour de moi parce que j'étais le bébé tout le temps. Fait que j'écoutais ce qui se donnait. Là. J'aimais les personnages un peu extravagants. J'observais. Ça fit avec ce que tu disais par rapport à l'école aussi. Je tisse un lien dans le sens où t'écoutes, tu enregistres, puis t'es bon. Parce que ça me fait penser que j'ai fait, c'est pas avec Adib, avec Mehdi, quand on a enregistré le podcast, il disait des fois dans sa chambre plus jeune, il se pratiquait comme pour dire moi, toi, au lieu de moi, toi, il se pratiquait à québéciser son français, son français là, pour être capable de vraiment parler à la québécoise avec les autres amis dans le cours. Ouais. Moi, tu vois, il n'y a pas eu ça parce que tout mon primaire, c'était une école juive séfarade, donc que des comme moi. Il y avait pas on parle comme nos parents, un peu influencés par la France et le Maroc, là, à peu près. Et quand je suis arrivé à Stade, même l'accent québécois, c'était exotique, là. Il y avait que des accents. Tu sais, tout le monde parlait avec un accent. Différents. Il y avait des fils de dignitaires africains. Tu sais, ça parlait des Libanais, des Syriens. Donc, les profs étaient un peu français, un peu africains, un peu québécois. Donc, il n'y a jamais eu le besoin d'appartenance par le parler. Moi, mon appartenance au Québec, elle s'est faite par la culture,
par le hockey, par la bouffe, par vivre ici, par déblayer la voiture de mon père comme tout le monde. Tu sais, juste être au Québec, t'es québécois. Ben, c'est le fun tantôt parce que tu disais, tu sais, ta mère ou ton père qui consomme aussi l'humour québécois, qui, tu sais, ça aussi, ça aide, j'imagine, les enfants à vraiment s'intégrer quand t'es propres parents. Oui, mais tu vois, c'est la vision de l'intégration qu'on a et je pense que c'est un problème aujourd'hui. Les gens, quand on reproche intègre-toi, je pense pas qu'on veut que les gens s'intègrent. On veut que les gens s'assimilent. S'intégrer, ça veut dire s'emboîter. Mais si ces deux mains-là, elles fusionnent pas, il y a encore tout ça qui existe. Ouais. Alors, moi, je me défends de je suis tout ça en même temps. Pourquoi tu veux que je prenne l'identité marocaine? J'ai été une fois de ma vie et j'ai été éduqué par des Marocains à la marocaine. Fine. Mais même eux, ils ont quitté ma mère à 5 ans, mon père à 15 ans. Tu comprends? Donc, alors, on nous met ces étiquettes-là, mais qu'est-ce que tu veux que je sois d'autre de Québécois? J'ai grandi ici. Mes émissions de jeunesse, c'est Faken Watatata, man. Ouais. C'est pas, tu comprends, c'est pas Hamid et ses copains. Là, je veux dire, c'est pas même. Je sais même pas comment ça s'appelle, là, tu sais. À la limite, j'ai eu accès à la France par mes cousins. Ouais. J'ai connu un peu de culture française parce que j'y allais voir mes grands-parents, là, tu sais, bon. Mais sinon, on a grandi ici, j'étais à l'école ici, il y a même, je sais pas s'il est sur ta chaîne YouTube ou peu importe, mais t'as un numéro où je pense que tu closes avec ça, avec vraiment le cliché, là, Elvis Gratton. Oui, exact, oui. Ça, tabarnak, la place des arts, je pensais qu'il fallait rebâtir le lendemain, câlisse. Ça n'a pas de sens, ça, là. Mais tu vois, ça aussi, je l'ai pas appris pour le number. L'histoire d'Elvis Gratton, c'est que j'ai pogné ça à TQS vers 10-11 ans. Fuck, man, le premier, là. C'est quoi ce gars? Waouh! Là, j'ai 13, 14, peut-être 15 ans, ça sort le 2. J'ai fait ça au cinéma, man. Et là, l'obsession démarre. Et on devient. Moi et mes potes, on devient fous, genre. Toutes nos phrases sortent du film. Tout le monde, on se fait des bigs. On est là-dedans, man. Et ça dure comme 10 ans, là. Ça, tu comprends? Jusqu'au 3e. On n'a pas décroché. Et genre. Je me rappelle, à un moment donné, mes parents partent en vacances 2 semaines et les chums, on était chez moi, chez mes parents. On checkait Elvis Gratton, on rembobinait, on le revoyait 2 fois par jour avec de la bière. C'était ça notre vie, là. Donc, moi, quand je suis arrivé avec Elvis, la première fois que je l'ai fait à Adib, ils ont fait « Ah, ben tu fais ça. C'est sûr que tu fais ça. » Je voyais même pas la portée que ça aurait pu avoir. Dans ma tête, c'est juste un putain de film, man. Genre, hilarant, là. Hilarant. Alors, mais c'est le clash aussi entre t'as ton parler, ton accent qui t'appartient, puis là, soudainement, quand tu snaps, asti, puis tu te mets à parler comme le plus grand des bûcherons de l'histoire du... Un, c'est drôle, mais l'effet de surprise, c'est ce qui fait le monde en deux. Là. C'est encore aujourd'hui, après des shows, on vient me voir des fois, là. Mais là, c'est quoi ton vrai accent? T'sais? On me demande. Mais c'est correct, c'est correct. Ah ouais, moi, ce que je veux défendre par ça, c'est que d'où j'ai vraiment une tête de Méditerranéen, là. Je suis poilu, je suis mat de peau, j'ai des sourcils, on dirait des... Tu sais, bon. Mais j'ai le droit de dire que je suis québécois. Ouais, mais même entre nous, même dans mes communautés, un Québécois, c'est toi. Tu comprends? Lui, il va dire, moi, je suis marocain. Sam Breton, oui, c'est un vrai Québécois. Ça veut dire quoi? Tu sais, moi maintenant, mes parents, ils ont immigré. Fine. Moi, je suis né ici. Mon fils aussi, il est né ici. Ici, il a des enfants ici. Ça sera 4e génération ici. À partir de quand je deviens juste québécois? Avec, tu sais, mettons un Mike Ward. Est-ce qu'il dit, je suis québécois, anglo-irlandais? Ben non, personne ne me pose la question. Pourtant, c'est 50 ans de différence, là. Entre tout et partout, là, tu sais. Puis ta blonde, ta femme, excuse-moi, elle était québécoise, ta femme? Elle est moitié-moitié. Alors, OK. Oui, son père, c'est un juif marocain, un peu comme mes parents. Okay. Et sa mère, c'est une Québécoise de l'Outaouais, une labelle. On la salue. Puis, fait que là, arrive 2009, si ma mémoire est bonne, t'as dit au mariage, puis là, toi, t'es un esti de cruiser, mon tabarnak. Zéro! C'est un homme marié, ça! Comment? non, mais je veux dire, pour cruiser ta femme. Pour cruiser ma femme, en fait, c'est un copain à moi qui l'a cruisé. Ah ouais? Et oui. Moi, j'étais trop sous au mariage de mon copain. C'était disgracieux. T'es comment, Boisson? Toi, tu dois être double. Parce qu'il y en a qui deviennent plates ou agressifs. Toi, tu dois devenir funny en esti. Et très tactile.
Mon frère! Il y a beaucoup de câlins, là. Ouais, mais je tiens bien mon alcool. J'ai jamais fait de bêtises sous. Je suis un fuck drunk, là. Jamais. Des conneries parce que j'étais trop sous, je m'en rappelle pas, jamais. Ah, c'est ça, tu t'en rappelles. Je m'en rappelle, mais... mais non, mais ça veut dire, c'était toujours... Je comprends. Bien sûr, on a fait des trucs qu'on ferait pas si on n'était pas en boisson, mais dans le sens où on m'a jamais trouvé à poil le lendemain dans une allée de bowling. C'est jamais arrivé, là. Je rentrais dormir chez moi, là. Ouais, puis toi, connaissant ta pilosité, c'est vraiment à poil, là. Oui, effectivement. Comme un gorille. Un gorille. Un gorille. Ah, c'est parfait. Chez Marcel. Mais ouais, excuse-moi. Fait que là. C'est ça. Moi, j'ai un chum qui l'a. En fait, elle est assise à notre table. Nous, on est les meilleurs amis du marié, right? Elle, c'est la cousine du marié. Ils l'ont mis avec les jeunes, là, si tu veux. Mais là, à cette époque, on est déchaînés, là. On vient tous d'être célibataires à peu près. On sort à la guerre, là. Et bon, alors, effectivement, mariage, la guerre. Et mon copain, il prend son numéro. OK, whatever. Et là, elle commence à la voir une fois ou deux. Elle vient. À l'époque, on sort en bande. C'est-à-dire, un chum à un date, ben, dans la demi-heure, il y a 3 couillons là qui débarquent. Parce que... ouais, qu'est-ce qui se passe, bro? On est ce genre de. Ok, c'est le même. On est des frères et on dit à toutes les filles qu'on rencontre, tu sors avec moi et les 3. Et c'est comme ça. Ouais, okay. On était des débiles. Anyways. Et là, voilà, une fois ou deux, et mon ami, ça marche plus ou moins avec elle, mais moi, je suis sympa, Nive, normal. Et ok, c'est cool, ça se passe. À un moment donné, elle est comme, yo, je suis dans ton hood, est-ce que tu veux chiller? Je dis, écoute, je finis mon show. Si tu veux, ouais, ok, j'arrive. Premier soir, deuxième soir, on fume un petit pet, truc, ok, ça commence à chiller. Et là, on chill comme tous les jours. Et ça dure comme 2 mois de chillage, mais il n'y a rien qui se passe. Elle me dit que ça marche plus avec mon copain, mais ça reste la cousine de mon autre chum. Fait que, rien qui se passe. Ben, toi, c'est ça, elle est comme conflit. Là. Ouais, c'est ça. Je reste sa cool et elle est jeune. Elle a 5 ans de moins que moi, mais bon, à l'époque, j'ai 25, donc elle a 20. Là, c'est comme une merdeuse dans ma tête, mais finalement, pas du tout. Et là, ouais, ben, comme 2 humains qui se rencontrent à un moment donné, il y a des petites flamèches et tout. Et là, je lui dis, ben, écoute, avec tout le pédigré qu'on a les deux, soit on sort ensemble, soit on peut pas niaiser, là. Donc, on sort ensemble. Et après, j'arrête en grand héros de, mais non, je veux pas de blonde, esti. Moi, je fais juste pour rire, je fais des galas. J'ai pas le temps de faire une blonde, là. Là, je suis. Yes. Mais t'arrêtes après combien de temps la relation qui avait débuté? Au moins 6 mois, 8 mois, là. Ah, t'as dit crever le cœur, pas possible, esti. Non. Hein? Ah non, elle m'a regardé comme ça, elle me dit, je veux même pas pleurer pour toi. Et elle est partie. Ah bon! Comme une championne. Je l'adore. Mais moi aussi, c'est là que ça fait, ah, mais non, ne pars pas, t'es bien, toi. Et là, elle avait un blog, man. Elle avait un blog à l'époque. Wow. Et elle écrit fucking bien en anglais, genre. Elle a fait son éducation en anglais, ma femme. Elle écrit vraiment bien, là. Et genre, dans son blog, elle parle d'un gars et genre, tout ce qu'elle lui dit, c'est comme, c'est quoi, t'as pas de couilles, man? Where your balls at? T'as peur que tu as trouvé, et là, c'est comme, là, je me lis, là, je suis comme, ah, la chaîne, mais elle est tellement jeune, mais, ah, fuck! Et là, je l'appelle, et là, je lui dis, ok, écoute, j'ai peut-être parlé vite, et là, elle me dit, ben, moi, je m'en vais en vacances en Israël, à Tel Aviv, là, si tu veux, viens me rejoindre là-bas, sinon, c'est correct, on continue nos vies. Oh, man, là, je suis comme, mais c'est loin, là, c'est comme 13 heures de vol, man, c'est 2000 balles le ticket, c'est comme, oublie. Ah, fuck, et j'y vais. Non. Ouais, et là, j'y vais, man. J'ai des chums qui sont là-bas, donc je me trouve une piole, on se loue un appart, whatever. Bang, je vais la rejoindre. Et finalement, elle a allongé son billet de presque 1 mois. On a passé les vacances d'une vie et on est revenu septembre. 1er novembre, on était en appart, là. Ouais. Avoir les yeux gros de même quand je suis arrivé, ouais, quand je l'ai texté, est-ce que tu peux me rejoindre à cette adresse? Elle me dit, t'es pas sérieux? Je dis, alors essaye et tu verras. Et là, elle arrive là-bas, elle me voit pas, elle est comme, ah, tu as raté, genre, tu me fais jouer. Et là, toc toc, ah! Et ouais, l'amour s'en suivit, quoi. Puis là, tu as montré, c'était quoi un homme, là? C'est ça que c'était quoi? Fait, non, là, je me suis excusé. En fait, ça m'a fait peur. Tu sais, quand tu vois quelque chose d'aussi vrai et que c'est pas planifié, là. Moi, j'avais des chums qui cherchaient une femme. Fait que quand ils ont trouvé la fille qui était sérieuse, c'est comme, OK, c'est bon. Moi, man, je commençais ma carrière en humour, ça allait bien. On restait après le ZooFest pour fermer le bar, là, tu sais, c'était le fun, là. Genre, j'avais pas envie de blonde, je sortais d'une relation
quand même assez sérieuse, qui avait fini, où il avait parlé de mariage, etc., que c'était pas fait. Donc, moi, 25 ans, là, me faites pas chier, là. You know, world is mine. Et ouais, là, tu rencontres la meuf et elle est cool, man. Et c'est genre... Et là, à un moment donné, il faut être honnête avec toi-même. Genre, elle check toute la liste. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu vas aller chercher ailleurs, là? C'est bon, ça y est. Et là, tu fais, bah, ok, je suis assez sorti, j'ai assez vu de monde, c'est bon. Et là, mais là, il fallait que je me prouve. Et là, je suis devenu ultra romantique et ultra... Mais ce qui était en fait ma vraie nature, ça qui est malade. Tu sais, tu te bâtis une carapace quand tu es dans la game de sortir et draguer du monde. Tu deviens un peu un psychopathe, là. Tu n'as plus d'émotion, tu veux juste baiser. C'est comme un... Tu t'éloignes de... Il y en a que c'est leur nature, mais il y en a... En tout cas, moi, ça m'a éloigné de ce que j'étais. Moi, je veux me poser, je veux un câlin, c'est bon, là. Alors, ouais, petit à petit, c'est ça. Ben, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi une des choses les plus romantiques que tu as fait, que ce soit dans le début de relation ou hier, peu importe, là? Ma femme est ultra fan de Disney. OK. Ultra fan de Disney. Et donc, on a été en Floride chez mes parents et on a été à Disney. Et je l'ai demandé en mariage dans le château de la princesse. Ah! Ouais! Et en tout cas, c'était magnifique. Et elle était comme une folle. Et c'est... Comment elle s'appelle? Rapunzel, là, celle qui a les cheveux longs, là. Oui. Qui lui a dit félicitations la première. Et tu vois que tu es à Disney, man. Tiens, petite anecdote, ok? Là, je fais ma demande dans le restaurant. Bien sûr, ils sont habitués, là, tu sais. Et ça s'est fait par hasard, man. J'avais pas réservé parce que faut réserver comme 6 mois d'avance, en tout cas. Je passe devant le truc, je me dis, fuck it, j'essaye. Est-ce qu'il y a de la place pour 2? Ouais, 8 heures, super, je book. Là, j'ai l'air d'un grand héros, là, tu sais. Et le voyage, en général, se passe comme ça. J'ai loué une voiture, genre une Chevrolet Spark, là, je sais pas, une espèce de poubelle à $5 par jour. Et là, tu es aux États-Unis, donc tu arrives, oh, there's a promotion. For $10, you can have a convertible. Ouais, décapotable, vas-y, shoot. Je m'attendais à une Sebring. Mustang GT 5.0, man. Un hostie de monstre V8, décapotable. J'ai l'air d'un grand héros tout le week-end. Et là, c'est ça, alors on rentre, on mange, etc. Je fais la demande, ils font tout un setup, les serveurs, les princesses, là, c'est la folie. Tout le monde applaudit, le resto est plein, là. Bravo, Bon, on est en train de manger le dessert, elle pleure, en train de texter ses amis, super. Et là, t'as un bonhomme américain, là, mais un modèle type, là. Tu vois, genre 6 pieds 5, il est rouge parce qu'il est blanc, il a bronzé toute la journée, tête rasée, tatoué, avec un jersey de basket, ses enfants, mais une brute, bro. Le mec, il est Oakleys par en arrière sur son crâne, tu vois. Ouais. Un modèle, il vient voir, il fait « Nice job, bro, you did that good ». Et il part. J'ai ému le gros tabarnak, tu arrives à croire que c'est Disney. Et depuis, ça n'a jamais arrêté. Et après, voilà, on s'est mariés, on a fait un kid, et puis ouais, ça continue. Mais vous êtes mariés à la plage, je pense, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça? Au Mexique, yeah. Wow. Ouais, ça c'était fou, ça. Est-ce que c'était ton idée, son idée, les deux ensemble? Comment ça se construit cette journée-là? Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Moi, dans ma tête, j'allais me marier ultra traditionnel à Montréal, la salle, 400 invités, de la merde. Et le problème, c'est que moi, j'ai joué au tam-tam dans des mariages comme job, là, pendant des années. Fait que je connaissais le modèle, là. Tu sais, quand tu vois ça behind the scenes, ça enlève de la magie, là. Oui. Je te comprends très bien. Tu as animé des mariages, toi, non? Plein. Beaucoup, ouais. Ouais, non, mais ce feeling-là, quand on te dit, hey Sam, ton mariage, ça va être pareil. Ben non, man. Ben non, pas du tout, là. Pas du tout. Mais j'avais jamais eu l'option dans le Sud. Moi, dans ma tête, je dis, même si on est original, la salle va être originale. Tu sais, on va se mettre sur le Mont-Royal. Ouais. J'ai trouvé des affaires cool, là, tu sais, bon. Et là, 2 ans avant notre mariage, on est invité à un mariage dans le Sud. Attends un peu. 2 ans avant. OK, fait que c'était prévu longtemps d'avance en esti, là. Non. On était juste fiancés. Non. OK, excuse-moi. On allait se fiancer. On n'était même pas encore fiancés, mais on avait été invités à ça. OK, 2 ans avant ta demande en mariage. Exact. OK, on avait été invités à un mariage comme ça dans le Sud. OK. Et là, on a été. Et là, j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est une semaine avec ton monde. Tu sais, on était 30-40. Des vacances avec mes parents, man, c'est pas arrivé depuis 20 ans, là, je sais pas, là, tu sais, je voyage plus avec mes parents, man. Ouais. Et là, j'étais comme, fuck, c'est tellement cool, je veux pas une soirée qui va me coûter 100 000 patates, où je vais ça va placer dans un flash, je finis avec des dettes, les gens sont pas contents parce qu'ils sont invités à une autre crise de mariage.
Ah, man, j'avais pas envie de ça sur moi. Et en plus, comme mes parents sont populaires par rapport à leur job, tu sais, ma mère, elle est très communautaire. Moi aussi, j'ai plein. C'était comme 400, 500 invités. Là, ah, man, je veux pas ça. Et en plus, le clou, là, si tu veux, c'est que ma femme a perdu son père quand elle était jeune. Et elle, l'idée de faire un gros mariage et descendre l'allée sans son père, pour elle, c'était comme un no-go total. Ouais. Et moi, ça a comme fait, ouais, ok, ça marche avec moi. J'ai vu l'option que c'était possible. J'étais comme, man, c'est vraiment cool. J'ai parlé à mes parents. Ils étaient comme, on l'a jamais fait, mais ouais, fais ce que tu veux, man. Et là, on a fait ça. Et effectivement, man, 50 Marocains sur une plage au Mexique, ça décoiffe. Ouais, c'était badass, man. C'était vraiment cool. J'imagine que tu te souviens pas de tout, j'imagine? Là, justement, tu vois, c'est ça. Par rapport à un mariage normal, où tout le mariage, ça serait la soirée, moi, je me souviens de la semaine. Où j'étais avec mes oncles, mes parents, mes amis, sur la plage en train de jouer au frisbee. C'était complètement malade. Le début de la soirée, je m'en rappelle. Une fois que tout le monde a été assis, on a mis ça en 5e vitesse assez violemment avec du scotch. Ouais. La fin est très floue, là. L'important, c'est que tu as une bague à quelque part. Il y a une bague à quelque part, il y a 7 chemises blanches parce que je transpire comme un gros porc et tu vois les photos, ça passe de chemise blanche, transparente, blanche, transparente, blanche, transparente. Et je me change comme ça. Pour t'avoir déjà vu sur scène, je peux le confirmer là, qu'il y a une certaine sueur qui arrive assez rapidement. Effectivement. Les attitudes honorifiques ne peuvent rien contre moi. Oui, puis en plus, t'es quand même physique à ta façon sur scène, t'es tellement engagé dans tes histoires, puis je l'ai dit, puis j'ai dit au début, mais c'est pour vrai, si vous avez jamais vu Nive en show, tabarnak, ça va à peine. Je me refais la parenthèse. Mais t'as-tu des numéros sur le web, les internets, sûrement, sur YouTube? Dans le YouTube, tu tapes mon nom, tu devais trouver une couple d'affaires rigolantes. Nive, c'est-tu ton nom de scène ou c'est comme ton deuxième nom? Parce que c'est Ben. C'est ton prénom? Oui, okay. Yves, c'est mon prénom. Mes parents ont choisi ça. Il a fumé du bon à l'époque. Et mon nom de famille, c'est Ben Simon, que je n'utilise pas sur scène. Mais Yves, oui, c'est mon vrai prénom. Parfait, excellent. Fait que ça, c'est réglé pour les gens qui se posaient la question. On hésitait entre Nive ou Jean-Marc. Oui. Il y a eu des discussions au niveau de Steve, mais ça ne s'est pas fait. Puis tu disais que tes parents étaient en Floride tantôt, donc sont plus à Montréal ou sont en Floride 6 mois par année? Ils ont jamais fait encore le full hiver. Il s'est acheté une piole au plus bas de la crise aux États-Unis. Il y a une vraie belle affaire. Et depuis, ils y vont en été, en hiver, mais comme des 2-3 semaines la shot, 2 mois. Là, ils arrivent à la vraie retraite. S'il n'y avait pas eu la pandémie, ils seraient là. Ouais. Mais je pense qu'à partir de cette année, ils vont commencer à faire les snowbirds, là, les vrais. Ah ouais. Est-ce que ton frère, ta sœur sont encore à Montréal? Sont-ils partis? Ma sœur est encore à Montréal. Mon frère, il habite, ça fait plus de 15 ans en Israël. Il est né là-bas, lui, mais il est retourné, il s'est marié là-bas, et puis il a ses enfants là-bas, etc. Ouais. As-tu une bonne connexion avec eux, malgré... Oui. Oui, OK. Oui, parce j'ai été comme le jouet de tout le monde. Là. J'ai été élevé par 4 adultes. Tout le monde voulait s'occuper de moi et c'est pour ça que je suis autant verbomoteur. Ma sœur m'a appris à lire, j'avais 4 ans. Là. Fait que tout le monde jouait avec moi et j'avais des adultes tout le temps autour de moi. Fait que j'ai tout de suite été ultra mature pour l'âge que j'avais. Ouais. As-tu toujours voulu des enfants? Est-ce que c'est quand tu as rencontré ta femme que ça t'a fait déclencher ça? Non, tu l'as toujours su? Je viens d'une famille très classique. Papa, maman, frère, sœur. Et dans ma tête, c'était ça que je voulais. C'est ça que je veux. Ouais. J'ai aimé ça, grandir dans une maison où il y avait de l'action. La famille, c'est important. J'aime... et c'est pas juste... je sais pas, moi, ça va un peu plus loin. Là, j'ai le temps de réfléchir, évidemment. mais le transmettre ce que j'ai à quelqu'un, pour moi, c'est important. Autant la connaissance que les valeurs, que je sais pas, former un citoyen, c'est important dans ma tête. Et j'ai ce rôle-là, je sais pas pourquoi. Et c'est ça. Il y a, depuis que j'ai eu l'enfant, il y a tout un rapport au naturel. On est finalement des mammifères, là. Tu sais, je sais pas, en tout cas. Ouais. Mais ça fait, pour moi, ça fait comme. Ok, ça c'est bien plus normal que espérer acheter une Tesla, genre. Oui, ça, d'accord. ça recommence à faire du sens. Et voir aussi mes parents, des choix qu'ils ont fait, que tu comprends pas quand tu es kid, mais après tu es comme, ah ben ouais, mais ils nous protégeaient, là. C'est ça qui fait. Il y a le cercle là que je suis en train de moi re-rentrer dedans, c'est très excitant, je trouve.
Puis est-ce que tu te compares à d'autres? Allô? Oui, ouais, allô? là, je t'entends, pardon. Oui, parfait. C'est le filage. Le filage. Ouais, c'était parce que c'était un 3/8 de pouce, ça, là. Pendant que t'appelles Vidéotron. Vidéotron, le Wi-Fi. Eux autres, là, start-moi pas, Chris. Est-ce que tu te compares des fois à d'autres de tes amis qui sont papas ou à ton propre père? Tu te dis-tu, ouais, ça, Chris, je devrais plus ou moins. Es-tu dur envers toi-même par rapport à ton rôle de père? Non, mais je suis très conscient. Et c'est pour ça que je t'ai dit, pour moi, c'était pas juste le mettre au monde et s'assurer qu'il mange. Il y a autre chose. C'est comme, je sais pas, tu as un chien, tu peux avoir juste un chien qui chill ou tu veux un bon chien qui soit bien élevé. Quand tu arrives, il n'est pas lourd, assis. Mais il y a tout ça un peu. Donc, par rapport à mes amis, la différence, c'est que je pense que c'est générationnel. Je trouve que dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui cherchent un statut et sans nécessairement en comprendre les applications. Je veux une maison, ok? Tu sais faire de l'entretien? Non, mais maison. Ouais. Ok, cool. Je veux des enfants, mais ça va pas avec ta femme, alors je vais faire un deuxième. Mais ça va pas mieux aller, bro. C'est dur, un kid, là. Donc, il y a beaucoup de ça. Mais pour moi, c'est peut-être mon passage en philo ou le métier même qui nous apprend à analyser tout ça. Pour moi, il y a un vrai désir, il y a un vrai, comment je te dirais, une intention d'en avoir un kid. C'est pas juste baiser, là. Je l'ai eu à 30 et quelques, là. C'est pas un accident, j'ai pas eu une partie de fun, puis Chris, non. Je veux ce rôle-là, je sais pas, ouais. Y a-tu des côtés de ta blonde que tu ne soupçonnais pas, que tu découvres maintenant qu'elle est mère, puis qui te font rire ou non, qui peuvent t'émouvoir? Le concept de la maman ours, là, bro, c'est pas un concept, c'est de la vérité. Fuck pas avec son kid, elle te casse la gueule, man. Et tu sais quoi? Tu l'entends et tu te dis, elle est trop douce. Holy fuck, man. Ah ouais, hein? Et tu vois, ça, dans ma tête, c'est très animal comme réaction. C'est pas ça que je te disais, mammifère. Ça, c'est comme, je sais pas, man, une marmotte, elle se met devant son bébé, là, je sais pas. Donc, il y a ça. Et tu vois dans son regard, genre, quelqu'un dit, mais il est turbulent, ou mais n'importe quoi, bien ou mal. Elle se redresse, là, tu sais, elle écoute. Là. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Qu'est-ce que tu dis sur mon quai de la mon calice, tu sais, c'est ça. ça m'a impressionné. Veux-tu que je te tue, cette pute? Ben voyons. Ouais, calme-toi. Et je le vois chez mes amis, d'autres amis de filles, là. L'instinct maternel protecteur. Ouais. Oh, man, c'est malade. Puis là, il est rendu à quel âge, ton 2 ans et demi. 2 ans et demi, tu imagines, tu as déjà hâte de l'amener patiner, de l'amener... Moi, c'est la portion 6-14, j'ai vraiment hâte. Ah ouais, après ça, tu vas t'en crisser. Mais 6-14... il va s'en crisser de moi jusqu'à qu'il revienne plus tard. Mais le moment où tu peux lui parler, tu peux lui expliquer des concepts qu'il n'a pas compris encore. Et je sais pas, man, imagine jouer au hockey avec ton kid, là. Oh my God. Lui faire la passe, il te la rend. Oh putain, pour l'instant, je lui fais des passes, mais elle revient pas, là. Y a-t-il quelque chose? On entend toujours les gens dire, on sera toujours fiers de nos enfants. Y a-tu, mettons, là, on s'amuse, on joue à ça. Y a-tu quelque chose qui pourrait, peut-être pas aux extrêmes, évidemment, tuer quelqu'un, on s'entend, mais y a-tu des choses que tu dis, si mon fils va là-dedans ou ferait telle affaire, ça me chicoterait un petit peu. Y a-tu des choses ou non, t'es comme, moi, je veux juste éviter que ça soit un lourd. Que ça soit le gars qui part avec son ballon parce qu'il a perdu la game, là. Alors plus personne joue. Si ça, c'est le mien, il se peut que je lui fasse des petites jambettes de temps en temps. Juste parce que, man. Puis est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, tantôt tu disais le concept de la famille, t'aimes quand il y a de l'action, et tu as dit, je cite, frère, sœur. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle ait un deuxième petit bambin? Je souhaite. Ouais. Et ce que j'ai dit à ma femme, en fait, et c'est pour ça que je reviens à, c'est beaucoup plus pour moi, j'ai vraiment réfléchi. Ce que j'ai dit à ma femme, c'est on est con, man. On aurait dû en commencer du jour 1 et faire 10 enfants. La dose de bonheur que ça m'a amené et de purpose, de raison d'être là, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est incroyable. Mais écoute, moi, je sais que j'aime beaucoup ça et je suis très dans ma tête à propos du truc, je l'analyse beaucoup. Mais ouais, man, avoir un kid, c'est complètement pété comme ride, là. C'est fou, là. Est-ce que t'as pas l'impression qu'il va falloir que tu convainques ta femme pour un deuxième enfant? Les deux, vous êtes d'accord par rapport à ça? Ouais. Elle aussi, elle vient d'une grande famille. Elle a une sœur et des frères jumeaux. Tu sais, ils sont 4.
Fait que, non, ça a toujours été. Mais ça aussi, tu vois, en ayant les discussions avec elle, tout marchait, là. Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré des gens extraordinaires et il y avait des trucs où ça marche pas. Et c'est là que tu mûris un peu quand tu vieillis, tu vois des vraies choses, des vraies questions. Plus que, elle aime-tu le Canadien? Mais on s'en fout si elle aime pas le Canadien. Est-ce que, est-ce qu'elle est vegan et toi, tu es le grand smoke master du barbecue? Ben, ça risque de clasher, là, les amis. Donc, ouais. nous, on a eu des vraies discussions sur des vrais enjeux, comment tu vois ta vie, qu'est-ce que tu aimerais, etc. Et c'est là que ça marche. Et je pense que le concept d'âme sœur, c'est vraiment ça, là. C'est voir en ligne, parce que la vie est tellement rough, man. Tu sais, des décisions dures à prendre, tu vas en avoir même sans aller les chercher, là. Fait que, mets les choses de ton côté, trouve quelqu'un avec qui tu vois dans les mêmes valeurs, les mêmes... tu sais, c'est important, man. C'est ton partenaire, là. C'est pas juste ta blonde, c'est comme... Non, c'est totalement. Au-delà du statut de mariage, je veux dire, si tu penses vivre un bout de vie avec quelqu'un, faut que ça marche, là. Oui, parce qu'on en a tellement autour de nous que... Ben, tantôt, tu as fait allusion un peu à ça, tu sais, des couples qui vont faire un enfant pour que ça... Tu sais, puis moi, j'en parle dans mon show, j'ai un numéro sur le fait que j'ai encore du temps pour y penser, mais pour le moment, on veut pas d'enfant. Oui, exact. Tu sais, puis quand je te le dis, mon gars, là, quand je dis... Parce qu'on connaît tous un couple d'amis. Je fais juste dire ça, mon gars, il y a de la réaction dans toute la salle. Direct. Tout le monde. Puis c'est tristement drôle. Il y a des gens qui de dire, on a tous un couple d'amis, c'est comme, ouais, eux autres, c'est inacceptable qu'elle le fait. Puis là, l'enfant va payer pour. On le sait, la séparation. C'est tout ça. Et c'est pour ça que je respecte les gens qui savent où ils se tiennent. Rentrer dans la vague d'un truc parce que c'est comme ça autour de toi. Mais peut-être c'est parce que tu as besoin, là. Moi, j'ai vu des gens qui se sont mis dans des dettes pour acheter une maison dans le quartier où il fallait. Ouais. Mais tu n'as pas l'argent, man. Pourquoi Oui, mais j'ai la maison. Ouais, mais tu es meublé chez Ikea et pas le bon Ikea, là, la version les tables à 10 balles, là, en carton. Est-ce que à qui ça revient le plaisir de ça? C'est ça la question. Qui en bénéficie, là? Si je fais un gosse, c'est pour moi, bien évidemment, mais ultimement, ça devient pour lui, là. Ben oui, idéalement. Idéalement, mon rôle, c'est de m'assurer que lui, il n'y a personne qui le mange pendant qu'il joue, là. C'est ça l'idée, là. Puis est-ce que tu souhaites que ton fils soit meilleur que toi dans les sports? C'est-à-dire que... Moi, dans tout. Mon rêve, c'est qu'il m'éclate dans tout ce que je sais faire. C'est ça que je te disais, transmission de trucs. Tu sais, je connais des pères jaloux, là. Jaloux de leur enfant. C'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Moi, j'ai fait ma route, là. J'ai encore du chemin devant moi. J'espère avoir une carrière encore plus glorieuse et vraiment faire des trucs bien. Et j'ai de l'ambition de faire même d'autres trucs en dehors de l'humour. Mais à partir de là, je veux dire, si tout ça, ça me permet que lui, il s'éclate. Sinon, si c'est à son détriment, j'arrête tout, là. Tu sais, c'est ça. Oui, totalement. Puis tu sens-tu que tu vas être aussi de ton côté? Évidemment, là, tu parlais tantôt de la maman ours, mais j'imagine que ça, le père, son Yves avec, tu dois être assez... tu sais, comme là, c'est un gars avec la fille, mais si jamais ton deuxième enfant, c'est une fille, à quel point tu vas être différent avec ta petite fille que le petit garçon? Tu sais, des fois, ça change un peu dans nos mentalités. Pas la jalousie, mais le petit tabarnak, mais il n'existe pas encore et je suis déjà énervé. Mais... Tu vois, c'est ce que je te dis en termes d'éducation. Moi, dans ma tête, j'aimerais que, si j'ai une fille, si Dieu veut, qu'elle n'ait pas besoin que je m'énerve. Ouais. Parce qu'elle comprend. Tu sais, moi, ma sœur, elle a été élevée de façon ultra pudique, ultra sérieuse. Et mes parents n'ont jamais eu besoin d'intervenir. Tu sais, elle savait pour elle-même, ce n'était pas pour mes parents. Elle savait de façon pudique pour elle. Et j'espère transmettre ce genre de valeurs, même à mon gars. J'ai pas envie qu'il grandisse en disant je vais faire triper mon père, je vais être un grand baiser. C'est pas ça, non, c'est pas ça le trip. Toi, une bonne personne, ça, je vais triper. Là, tu sais. Ça serait malade que ton gars revienne à la maison et il doit te fournir un rapport. La salle des trophées. Là, t'en as baisé 4. Quelle horreur. Ça fait 8 cette semaine. En bas de 10, je suis déçu, puis tu le sais. On n'aura pas de craquette. Bon, on a parlé de ça.
Non, des fois, tu te dis, j'aimerais ça me rendre pour vrai à 4 puis 5. Est-ce que déjà, ou tu y vas vraiment un par un parce que ça change? J'aimerais 5, mais après, bon, oui? la réalité. Ah putain, mais the more the merrier, man. Ouais. C'est ça que je demande à mes amis qui en ont beaucoup. Je dis quoi, mais à chaque fois, c'est tout cet amour et tout ce. Il me dit, bro, ça se décuple. Et là, tu te dis, man, je vois mon père poser avec ses enfants et ses petits-enfants, là, mettons un souper là, de famille, là. Il est posé, il y en a 5-6 qui tournent autour de lui et il est dans un bonheur pur, bro. Et c'est mon père, je le connais, là. Et je me disais au début, je suis comme, c'est quoi le trip? Ben, je comprends. Ton kid fait des kids. Oh, fuck, man. Ça doit être, tu sais, c'est du turbo, là. C'est malade. Ouais. Et ouais, moi, c'est ça. Je sais pas. Je suis très positif face à tout ça. Et, tu sais, je comprends pas les gens, mettons, qui disent, ouais, ce soir, je dois garder mes enfants. Garder. Ouais. C'est tes enfants, mongol. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est comme, c'est ton sang, c'est ta chair. Je suis ébahi de tout ce qu'il fait, mon fils. S'il mange un concombre, je suis comme un fou, là, tu sais. Je suis fan. Ouais, bravo, man. Bravo à tout. Je suis vraiment fan de lui, Bro, regarde ton chien, mais tu es excité par ton chien. Là. Imagine un jour ton chien il se réveille et te dit hey, papa, je veux du lait. Mais tu capotes, bro. Tu comprends? Tu deviens fou. Tu deviens fou, man. Tu capoteras en esti si dans 20 ans, 15 ans, même ton fils faisait une première partie de ton show où tu fendrais en deux. Ça serait incroyable. Moi, c'est mon rêve. Ça serait incroyable. Musique, jamais avec mon fils, là, écoute, je lui ai mis une guitare dans les mains, il n'arrivait même pas à ouvrir sa main, le pauvre. Genre, depuis qu'il est dans le ventre de ma femme, il écoute de la guitare. Et mon rêve ultime, c'est ça, de faire ce que je fais avec lui. My God, man. Et j'imagine que c'est ça pour tout le monde, même le menuisier, le charpentier, je sais pas, à un moment donné, faire tout ce que tu as consacré ta vie, mais tant que tu aimes ce que tu fais, là, et tu travailles pas juste pour l'argent, là. Tu sais, c'est ton truc, là. De transmettre cette connaissance ou cet amour ou cette passion. Ah ouais, man, ça c'est je sais pas, ouais. Je te souhaite tout le bonheur du monde, son livre, parce que tu le mérites. Merci, c'est tout le temps un plaisir de te croiser dans la rue, de te parler d'une loge, de faire un show avec toi. Puis ça a été un peu privilège de te jaser pendant plus d'une heure. Merci, Sam. Je veux te dire que tu es un de ceux et de loin qui me fait le plus rire parce que jour 1 que je t'ai connu, c'est le même. Jour 10 ans après, same guy. Et jamais vous voulez savoir, ça représente quoi vivre dans un rang? On va voir le show de son Sam Breton. On va goûter la culture du rang. En sortant la langue à la fin. Il faut. Il faut. Ah, câlisse, je te laisse aller t'occuper de ton petit bonhomme et de ta femme. Merci, Sam. Merci beaucoup, man. Je t'aime et je le répète aux gens, allez voir, que ce soit en première partie de Louis-José ou vraiment ton propre show. Ça pourra pas continuer de monter tes affaires. Calisse que t'es drôle. Attention à toi, mon vieux, je t'aime. Moi aussi, man. À bientôt. Bye bye.